7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM. Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Retrouvez tous les jours Eric Ghetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Média Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Taxi Média Show. Madame, monsieur, bonjour à tous. Nous vous transporterons jusque dans les méandres de l'information et pour cela nous mobilisons les rédactions comme toujours chaque matin à l'antenne dans l'actualité. Ce matin, Gilles Chris Olympio qui quitte la scène politique togolaise. Le désormais ancien leader de l'Union des forces de changement demande même à Faure Gnassingbé de céder le pouvoir en 2020. Toute la presse revient sur le sujet ce matin. Aujourd'hui, c'est mercredi 29 novembre 2017. Il est 7h07 à Kodjoviakopé. Taxi Média Show, 7h-8h, Irrigator. Et dans les prochaines minutes, dans tout de raison traditionnelle des rédactions, 5 rédactions à visiter ce matin: le quotidien Liberté, le tri hebdomadaire Le Nouvelliste, l'hebdomadaire Le Libéral, l'hebdomadaire Actu Express et le site internet gapola.net. Dans 10 minutes pour trancher, notre invité ce matin, Philippe Amedodji, il est membre de la coordination du mouvement civique Togo en danger, basé en Belgique. Nous reviendrons sur la crise sociopolitique de notre pays avec lui. Et puis le professeur Cyr nous attend également au téléphone et il reviendra sur quelques emplois fautifs relevés ici et là. On va en parler. Et comme c'est mercredi, ce sera la libre antenne. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier. Ce sera dans un peu plus d'un 3/4 d'heure maintenant. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Et la première rédaction se signale déjà au téléphone, c'est celle du quotidien Liberté avec le patron Médard Amétépé au téléphone. Médard, bonjour. Bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoints, Médard. D'abord, vous revenez sur les manifestations de l'opposition cette semaine avec cet appel de Tikpi Akadam au peuple togolais. Si vous gardez le cap, nous ne sommes pas loin d'un exploit. Oui, il faut dire qu'à la veille de chaque manifestation, le président national du PNP, Tikpi Akadam, lance un appel à la mobilisation des populations et pour les marches de cette semaine qui débutent ce matin, il n'a pas dérogé à la règle et appelle les Togolais à maintenir leur engagement jusqu'à la victoire et afin que leur espoir soit inscrit dans les grandes annales de l'Afrique et comme toujours, il a Tikpi Akadam a évoqué les manifestations, a proscrit toutes les violences et a marché les mêmes nuits. Et on sait que la coalition a donné son accord de principe pour un dialogue avec le pouvoir. Et le Togo n'est pas en guerre et on ne le souhaite pas, mais c'est le pays qui a le plus signé des accords dont malheureusement les conclusions n'ont jamais été appliquées. Et le cas de l'APG est considéré comme le meilleur accord de tous les temps est encore vivace dans les esprits. Et ayant tiré le son du passé, et la coalition de l'opposition a décidé d'allier le dialogue et la pression populaire, et on espère que cette fois ça aboutira. En tout cas, on lira son appel à la page 7 de votre journal Liberté ce matin. Vous revenez sur l'autre fait de l'actualité depuis hier d'ailleurs, Gilles Chris Olympio qui donne un coup de pouce à la lutte du peuple togolais, écrivez-vous. Oui, je parlais tout à l'heure des accords signés au Togo et qui ne sont pas respectés. On se souvient qu'en 2010,
l'Union des forces de changement avait scellé un mariage de convenance qualifié d'accord historique avec l'ancien RPT, ce qui avait permis à certains cadres de l'UFC d'entrer dans le gouvernement. Et ce mariage vient de voler en éclat avec la sortie fracassante opérée hier par Chris Olympio, qui n'est pas allé de main morte pour démonter, pour dénoncer ce marché de dupes. Et pour Chris Olympio, le régime, à travers des calculs politiciens, a sapé les fondements de cet accord en le rendant inopérant. Et pour sortir le pays de la crise qui traverse depuis près de 4 mois, et le président national de l'UFC estime qu'il y a 4 conditions nécessaires. D'abord, que le pouvoir accepte les fondamentaux de la Constitution de 1992. Ensuite, que Faure Gnassingbé renonce à se présenter à la présidentielle de 2020. Et troisièmement, il recommande que l'opposition soit unie. Et en quatrième position, que les partenaires accompagnent les institutions et la classe politique afin de préparer des élections démocratiques. Et l'autre annonce phare, c'est le retrait de Chris Olympio de la vie politique. Et il passe désormais la main à la jeunesse. Bien sûr, Gilles Chris Olympio, que vous avez eu l'occasion d'écouter dans notre journal avec Flamme Sassi tout à l'heure, vous le mentionnez, il disait que le régime doit d'abord accepter le retour aux fondamentaux de la Constitution de 1992. L'autre sujet que vous évoquez, en tout cas vous publiez une tribune ce matin, africain, il n'y a rien à attendre de la France que nous ne puissions nous offrir à nous-mêmes. Oui, tout à fait. Et l'autre sujet qui cristallise l'actualité, c'est la visite du président français Emmanuel Macron à Ouagadougou. Et à l'occasion de cette visite, les politologues Achille Mbembe et Selwyn Sarr ont signé une tribune dans laquelle ils estiment que la France reste un problème pour l'Afrique. Et ils ont relevé cette attitude très révérencieuse des chefs d'État africains à accueillir leur homologue français, à mobiliser des foules et former des hubs sous le soleil de plein pendant des heures, ou encore à fermer des écoles, rien que pour accueillir les chefs d'État français. Et ils ont également relevé de nombreux griefs portés contre la France, notamment le pillage des ressources des États africains, et les accords de coopération militaire, le soutien de la France aux potentats africains, le franc CFA, etc. Et ils estiment que les Africains ne peuvent compter que sur eux-mêmes et doivent s'affranchir de la tutelle de la France et qu'ils n'ont grand-chose à attendre de cette France et les tribunes installées dans le journal. D'accord, on lira tout ça dans votre journal Liberté. Merci beaucoup, Médard Amétépé. Merci, Eric. Et bonne journée. Bonne journée à vous. Il y a le journal Dunia Le Monde qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque la situation politique avec Gilles Chris Olympio qui se retire de la vie politique et demande à Faure Gnassingbé s'entend de rentrer dans l'histoire. Si Gilles Chris Olympio dénonce l'accord RPT-UFC, ses ministres doivent quitter le gouvernement, conclut le confrère Dunia Le Monde. Socodé, le gouvernement prend des mesures d'apaisement. Vous lirez l'article dans le journal et puis l'Anderno politique togolais. Malgré les tractations en cours pour le dialogue, l'opposition continue toujours ses manifestations, relève ce matin le confrère Dunia Le Monde. Et notre seconde rédaction ce matin, c'est celle du site gapola.net avec l'administrateur principal au téléphone avec nous, Thierry Afanokwe. Bonjour Thierry. Bonjour Eric et bonjour à tous ceux qui sont à bord du taxi ce matin. Et vous revenez sur un fait, le palais de Faure Gnassingbé a défalé, aurait pris feu, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est l'information que nous avons et cela s'est passé dans la journée de lundi. Eric, si tous les projecteurs sont braqués ces derniers moments sur un Togolais, c'est bien le président de la République, Faure Issa-Djillan Gnassingbé. Depuis que le pays s'est embourbé dans une crise socio-politique sans précédent, le premier des Togolais ne cesse de sillonner tous les compartiments du pays pour s'enquérir des besoins réels des populations qui contestent dans la rue son pouvoir à l'appel des 14 partis de l'opposition. Alors, des inaugurations et des lancements de projets par ici, des bains de foule par là, aussi des déplacements sur l'ensemble du territoire togolais deviennent plus récurrents quand l'homme simple s'est rendu compte du désamour qui s'installe entre lui et le peuple, donc, et ces multiples déplacements constituent le chou gras de la presse nationale. Et Eric, tout a commencé dans les savanes et cela a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Quelques semaines donc après son passage dans cette région, la gigantesque résidence de Défalé qui l'abrite souvent au cours de ses séjours dans les savanes a été ravagée par un incendie le lundi 27 novembre, comme je le disais tantôt, occasionnant du coup au passage d'importants dégâts matériels. Et il faut dire que selon les informations qui nous sont parvenues, les sapeurs-pompiers de l'aéroport international de Niantougou dépêchés sur les lieux n'ont pu rien faire face à la flamme d'une rare intensité. Wow. Tous les 4 bâtiments du palais seraient atteints par les feux. C'est à peine que quelques meubles ont été récupérés avant la maîtrise de l'incendie. Pour l'heure, nos sources nous indiquent que, eu égard aux premières observations, l'incendie proviendrait donc des feux de brousse, surtout quand on sait que cette saison est exactement celle de l'harmattan qui a déjà débuté dans la partie septentrionale du pays. En attendant donc les résultats d'une enquête en bonne et due forme, la seule question qui taraude les esprits est de savoir comment l'on peut construire une si grande résidence, qui plus est, du chef de l'État sans pouvoir prendre les mesures de sécurité idoines contre ces éventualités dans cette zone du pays où les feux de brousse sont des phénomènes récurrents. La moindre des choses aurait été de doter la résidence du chef de l'État d'un pare-feu, mettre de cette manière, Eric, la vie du président de la République en danger, est très préjudiciable pour l'ensemble de ceux qui sont impliqués dans la construction de ces demeures. Très bien. Donc, on lira l'information sur votre site ce matin, gapola.net. Merci beaucoup, Thierry. Et puis, l'autre sujet, c'est cette déclaration de David Ourna Nyanta. Nous avons besoin que chaque acteur mette de l'eau dans son vin pour qu'on puisse aller à ce dialogue. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on retient de cette interview exclusive que David Ourna Nyanta nous a accordée dans la journée d'hier. C'est l'un des acteurs politiques qui, à chaque fois que le besoin se fait sentir, il n'hésite pas à se prononcer sur les sujets de l'actualité. Alors, nous lui avons posé la question de savoir si la crise en cours actuellement dans le pays était prévisible. Il a dit que cette crise-là est liée aussi au fait que il y a un manque de lisibilité et de visibilité des actions gouvernementales. Et pour lui, les Togolais sont dans la rue aujourd'hui parce que les projets ou la politique du gouvernement ne répond pas tout à fait aux attentes, aux besoins de la population. Sur la question des réformes, il estime que les responsabilités sont partagées. Pour lui, si c'est que l'opposition avait pleinement participé au gouvernement d'union au lendemain donc de la signature de l'accord politique le Goba, ces questions de réforme auraient trouvé des solutions depuis. Et alors que le dialogue, un dialogue s'annonce, il invite donc tous les acteurs, tous les protagonistes donc
à mettre du vin de l'eau dans leur vin pour nous permettre d'aller à un dialogue qui va sortir donc le Togo de l'auberge. Alors concernant donc la sortie ou du moins la sortie d'hier donc de J-Chris Olympio concernant sa retraite politique, il a salué cette décision et il estime que J-Chris a donné tout ce qu'il pouvait donc à ce pays et il a fait son temps, mais il ne partage pas l'avis selon laquelle J-Chris demandait donc à Faure Gnassingbé de ne plus se représenter en 2020. Il estime que cette question revient donc au parti du chef de l'État de trancher là-dessus. Voilà en gros ce que David Ourmanyanta nous a dit dans cette interview que nous invitons donc vos auditeurs et les lecteurs à découvrir sur le www.gapola.net. Juste encore un élément, Thierry, c'est sur le sport et le football avec la troisième journée du championnat de football de première division. Un certain Bikenti Maranatha, c'est l'attraction de la journée. Oui, vous savez que la saison dernière, le match Bikenti Maranatha a été soldé par un score fleuve 11 buts contre 0 et cela a suscité beaucoup de réactions, même cette semaine et la dernière, beaucoup de confrères, beaucoup d'organes sont revenus sur la probabilité du match truqué en publiant donc l'enquête ou les auditions de la gendarmerie. Donc au cours de cette nouvelle saison, c'est la première rencontre qu'on va assister aujourd'hui entre Bikenti et Maranatha et cela suscite beaucoup d'intérêt. Les gens se demandaient est-ce qu'on va assister encore à un tel score, il faut le dire, qui est historique quand même, 11-0, et c'est ce qui nous a amené à produire donc cet article. Et Eric, je crois que c'est les 90 minutes qui nous situeront sur les résultats de ce match. Donc, alors, il y a d'autres rencontres aussi aujourd'hui, et tout ceci c'est à mettre à l'actif de la troisième journée du championnat de première division. Merci beaucoup Thierry Afanoukoui. Bonne journée. Merci à vous et surtout merci de travailler pour la beauté de l'information. Au revoir. Très bien, au revoir, à très bientôt. Et c'est vrai, chaque matin nous travaillons pour la beauté de l'information sur la radio géniale, Radio Taxi FM Lomé. Il y a le journal La Dépêche qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque la résolution de la crise togolaise. Tout est fin prêt pour le dialogue national. La dernière chance à ne pas rater, écrit le confrère La Dépêche. Les à côté de la visite de Faure à Sokodé, c'est sur cela que le journal La Dépêche revient. Vous lirez l'article là-dedans, donc vous aurez plus de détails. Et puis, initiation aux réformes constitutionnelles, l'Université de Lomé renforce les capacités des médias de l'intérieur, de la lourde responsabilité des médias en période de crise. Vous lirez l'article dans le journal La Dépêche. Et notre troisième rédaction, c'est le journal Actu Express avec Isidore Akolor au téléphone. Isidore, bonjour. Isidore, est-ce qu'il est là? Bonjour Isidore. Je pense que nous ne l'avons pas. Ah, il est là. Bonjour Isidore. Bonjour Eric, bonjour à tous les passagers à bord du taxi ce matin. Et vous revenez naturellement sur l'information principale ce matin. Gilles Christ Olympio, vous parlez d'un pavé dans la mare. Gilles Christ Olympio qui demande à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir en 2020. C'est le moins qu'on puisse dire. Après plus de 3 mois de crise qui continue de secouer le Togo, le président de l'Union de la Force de Changement rompt le silence en annonçant sa retraite politique et propose 4 conditions fondamentales dont il demande. Le régime doit accepter le retour aux fondamentaux de la fonction de 1992 et demande au président Faure Gnassingbé de ne pas se présenter aux élections de 2020.
C'est un véritable pavé dans la mare. N'est-ce pas? Écoutez, on lira les détails dans votre journal Actu Express dans les kiosques ce matin. Vous évoquez également la crise politique togolaise. En attendant l'ouverture du dialogue, Isidore, les rues grondes aujourd'hui, demain et samedi. Les mobilisations ne prédisent pas. Aujourd'hui, l'homme va encore bouger, même pratiquement toutes les villes du Togo vont gronder aujourd'hui pour pouvoir faire comprendre au régime que ça ne va pas être, il faut vite aller à ce dialogue. Donc, il y a 3 manifestations de 3 jours, aujourd'hui, demain et samedi, sur toutes les étendues du territoire, par la coalition des 14 partis politiques qui mènent la vie dure au pouvoir en place. D'accord. Et puis, un mot sur le sport et les comptes de la CAN Gabon 2017. Vous parlez ce matin, Isidore, d'une pagaille organisée par le ministère des Sports en complicité avec la Fédération togolaise de football. Évidemment, c'est lors de la conférence de presse, après 10 mois de combat, pratiquement 10 mois qu'on était allé à la CAN et on a finalement fait les comptes. Et on constate des anomalies. Un trou de plus de 600 millions relevés par le cabinet d'audit International Investment Corporation. Des reliquats qui devraient être versés sur le compte de la FPF ou au trésor public, mais qu'on ne retrouve pas. Et pire encore, le cabinet a déploré une promiscuité entre les membres de la commission de mobilisation des fonds et les exécutants. Voilà comment on gère le patrimoine togolais, alors que François Nyassingbe disait qu'une minorité a été accaparée des richesses du pays. Voilà que les comptes sont mal faits et vous vous souvenez encore, les comptes de la CAN et de l'Afrique du Sud ont subi le même sort. Donc, il n'y a pas de reddition de comptes au Togo et ça fait très mal. D'accord. On lira tout cela dans votre journal Actu Express dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Isidore Akolor. Merci et à tout à l'heure pour les émissions. Bien sûr, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Taxi Media Show. Taxi FM. Le monde en une radio. Il y a le journal Le Patriote qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère revient sur les inaugurations tous azimuts de projets et d'édifices sociaux à travers le pays. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, réchauffe son mandat social et tente de reprendre la main. L'article est découvert dans le journal Le Patriote. Première retombée africaine du président français. Plusieurs dossiers chauds, dont celui du Togo à l'ordre du jour. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, situation sociopolitique au Togo. Gilles Christ Olympio demande le retour à la Constitution de 1992. Nous souhaitons tous qu'une alternance politique voie enfin le jour au Togo. Nous sommes tout aussi responsables de l'avenir de nos enfants que le sont nos adversaires politiques, a déclaré hier le leader ou le désormais ancien leader de l'Union des forces de changement. Vous lirez l'article dans le journal Le Patriote. Le confrère qui revient également sur la présentation des comptes de l'organisation de la participation du Togo à la CAN 2017. C'est dans le journal Le Patriote. Il y a le journal Libération, déçu par la mise en œuvre de l'accord RPT-UFC Unir. Gilles Christ Olympio veut prendre sa retraite politique et demande à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir en 2020. Le journal revient sur le sujet. Promotion du tourisme et création d'emplois. L'hôtel Mirambo ouvre désormais sa porte à Lomé. Autre sujet, après la rencontre de Faure Gnassingbé avec les différentes couches sociales de Sokoré, des mesures d'apaisement pour mettre en confiance les populations. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, par rapport donc à Nyama Lata, le colonel, le confrère évoque un bienfait qui est toujours récompensé pour ses actions. Le colonel Nyama Lata, honoré par l'ambassadeur de France. L'article est découvert dans le journal Libération. Notre quatrième rédaction, c'est bien ça? C'est le journal Le Libéral avec Fabrice Pétiesi qui est au téléphone avec nous. Fabrice, bonjour.
Bonjour Eric et bonjour à tous les auditeurs. Merci de nous avoir rejoints, Fabrice, et votre éditorial prend en compte l'actualité principale ce matin. Gilles Christ Olympio, vous parlez d'une dernière pour la route, hein? Oui, bien évidemment, nous avons bien voulu consacrer quelques lignes à Gilles Christ Olympio qui a annoncé qu'il quittait la scène politique. Et donc, nous sommes revenus un peu sur l'homme politique qu'a été Gilles Christ Olympio depuis les années 90, avec une politique parfois caractérisée par la violence. Si on parle des années 86, où on l'a accusé d'être parfois à l'origine de l'attaque terroriste et autres. Et nous disons qu'aujourd'hui, Gilles Christ Olympio décide de quitter la scène politique. Mais avant de partir, avant de quitter, il ressemble un peu à CGR qui s'entend sa mort prochaine, rassemble les siens à qui il annonce en tout cas ce qu'il souhaiterait pour la postérité. Et Gilles Christ Olympio, avant de quitter, annonce donc à Faure Gnassingbé, en tout cas conseille à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir, ou du moins de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Et nous comparons cela un peu à une sortie qui ressemble à un truc du genre je vais quitter la scène politique, je ne veux plus qu'on parle de moi, mais j'ai bien envie qu'on parle également de moi, puisque cette sortie avec cet élément principal sur la candidature de Faure Gnassingbé en 2020 va relancer plus ou moins les débats, et on parlera beaucoup plus de Gilles Christ Olympio, alors que c'est une sortie qui consistait en réalité à l'oublier, parlant de la politique togolaise aujourd'hui. Et donc nous disons que oui, le patriarche quitte la scène politique. C'est vrai que de Gilles Christ Olympio, on retiendra beaucoup de choses par rapport à cet homme qui a signé un accord en 2010 avec le Rassemblement du peuple togolais, qui a permis de calmer un peu la situation tendue depuis 2005. Et aujourd'hui, il quitte la scène politique. Mais avant de quitter, une dernière pour la route. Et cette dernière pour la route, c'est de dire à Faure Gnassingbé de renoncer également au pouvoir en 2020. Très bien. En tout cas, votre éditorial a découvert dans le journal la première page. Et puis, la visite du chef de l'État à Sokodé, vous en parlez ce matin. Faure Gnassingbé est engagé dans une logique d'apaisement, c'est ça? Oui, bien évidemment. Vous savez que le Togo est secoué par une crise politique qui est d'ailleurs très violente, surtout dans la localité de Sokodé, Bafilo et puis peut-être Mango. Et vous avez vu que Faure Gnassingbé a fait visiter beaucoup de localités ces derniers temps. Et des localités visitées, il a toujours pris la parole. Et ses propos à Sokodé, en tout cas, sont de nature à calmer les esprits, à ramener plus ou moins, à asseoir plus ou moins l'apaisement, contrairement à son discours qu'il avait tenu devant les forces armées togolaises à Témédia. Et donc, nous disons dans cet article que Faure Gnassingbé, en fonction des cibles, tient un discours, puisque le discours tenu à Témédia apaisait les militaires de Témédia qui avaient vu, ou du moins qui avaient vu 2 militaires lynchés à Sokodé. Et aujourd'hui, face aux populations de Sokodé, en tout cas ceux qui étaient sortis, fera tenir un autre discours qui contraste même un peu avec celui de Témédia, puisqu'on n'a plus parlé de rechercher les auteurs des crimes pour les punir, mais on parle de ne plus chercher à savoir qui est à l'origine de ceci ou cela, et de penser plutôt à reconstruire le pays. Je crois que c'est le discours qu'il fallait dans des circonstances pareilles pour essayer d'apaiser les esprits, et on sent qu'aujourd'hui le chef de l'État est engagé dans cette logique. À prendre d'ailleurs ce communiqué du gouvernement qui annonce également d'autres mesures d'apaisement après celles qui ont été annoncées au départ avec la libération de 42 détenus arrêtés dans le cadre des manifestations politiques. Et donc nous disons que c'est quand même un bon signe pour peut-être donner la chance à ce dialogue qu'on annonce tant et dont on annonce également déjà les dates. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article dans votre journal à la page 3. Et puis, Office togolais des recettes, performance en 2016, près de 99% de taux de réalisation, notez-vous. Oui, bien évidemment. Vous savez que l'Office togolais des recettes créé en 2014 a suscité de vives polémiques. Et aujourd'hui, par rapport à cette performance avec l'ancienne douane ou encore l'ancien service des impôts, il y a toujours un débat pour dire que en fait l'OTR ce n'est pas vraiment de la réussite. Mais quand vous prenez un peu
les performances réalisées par l'OTR en fonction des prévisions qui avaient été relevées au départ, ou du moins assignées aux dirigeants de l'OTR, vous allez constater que de 2014 en 2016, il y a eu quand même une certaine évolution, ou du moins la réalisation des objectifs a été atteinte à plus de 100% en 2014. Il en est de même également en 2015, sauf peut-être en 2016 où on n'a pas atteint les 100%, mais on avoisine autour de 99%. Et ces chiffres, c'est comparativement, en tout cas au cahier des charges, ou du moins aux prévisions qui avaient été faites au départ. Et donc, nous avons fait cette comparaison-là pour permettre à nos lecteurs de voir en réalité quel est le taux de croissance, ou du moins c'est la courbe aujourd'hui des réalisations de l'OTR par rapport aux prévisions fixées dès sa création. Très bien, on lira tous ces sujets dans votre journal Le Libéral dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup Fabrice Pekezi. Merci à toi et merci également à tous les auditeurs. Bonne journée. Bonne journée à toi. Sur Taxi FM, l'info roule. Journal Le Dialogue qui est aussi dans les kiosques ce matin. Visite du chef de l'État dans la préfecture de Tchaoudjo. Fort Nyasingbe lance une ferme agricole à Lamatessi et échange avec les populations de Sokone. C'est le verbe échanger qui me fait sourire un petit peu. Je suis sûr que le professeur reviendra là-dessus. Alors, le confrère évoque un acte fort qui réconforte. Vous lirez l'article à la page 5 pour une meilleure compréhension. Ouverture prochaine du dialogue inter-togolais. Le gouvernement marque un pas de plus à lire dans le journal et sur la crise socio-politique au Togo. En dépit de sa volonté d'aller au dialogue, la coalition de l'opposition renoue encore avec les marches. Vous lirez l'article dans le journal Le Dialogue ce matin. Il y a l'autre journal, c'est le Nouveliste. Le Nouveliste dans les kiosques, et nous avons au téléphone le patron de ce journal, Nicolas Digli. Nicolas, bonjour. Bonjour, je suis fidèle auditeur du test de Taxi FM. Merci de nous avoir rejoints. Vous parlez aussi de la politique ce matin avec le dialogue politique sous l'égide du président Nana Akufo-Addo. Les Togolais entre espoir et scepticisme finalement, Nicolas. Oui, exactement. Il faut reconnaître aujourd'hui que inéluctablement le Togo va au dialogue, pour ne pas dire les protagonistes iront au dialogue. Maintenant, à côté de ça, beaucoup se posent des questions, même si certains ont espoir. Depuis l'avènement de la démocratie au Togo, depuis 1990, il faut reconnaître que le Togo est passé de plus de 17 dialogues qui n'ont toujours pas abouti. Vous convenez avec moi que une fois que les différents gouvernements, de Yaïdema jusqu'à son fils, Fort Nyasingbe, à dos au mur, ils vont au dialogue. Et après, n'appliquent jamais les accords issus de ces dialogues-là. En 2005, on sait comment Fort est arrivé au pouvoir. Il est allé à l'APG en 2006. Jusqu'à présent, les responsables de l'opposition exigent que ces recommandations soient appliquées. Vous avez vu ici au Togo, ils sont allés au dialogue Togo Télécom où les gens sont devenus muets, ils n'ont pas parlé. Et on a vu que rien n'est sorti de ce dialogue. Donc aujourd'hui, aller encore à un énième dialogue fait penser à beaucoup de Togolais, amène beaucoup de Togolais à être sceptiques. C'est vrai. D'un autre côté, on dit oui, on est des personnes, il faut aller toujours, il faut dialoguer, que c'est par le dialogue qu'on peut arriver à résoudre des problèmes. Oui, mais d'incessants dialogues font que les Togolais sont toujours sceptiques. En effet, si renouer le fil de dialogue est considéré par certains comme la bouée de sauvetage à laquelle les Togolais sont contraints, dans un sursaut de survie de s'accrocher, ailleurs, une telle perspective ne mène guère. La faute à une longue tradition de dialogue qui, comme je le disais, au fil du temps, peine à porter des résultats probants. La résurgence de la crise politique sous la forme actuelle est d'ailleurs l'illustration la plus patente de l'échec des démarches concertées à ramener le pays sur la voie de la stabilité politique. Mais il n'y a pas que ce pessimisme, même si certaines conditions semblent réunies pour un dialogue qui se veut constructif, parce qu'on n'imagine pas Akufo-Addo s'investir dans une médiation sans promesse de résultats probants. La voie n'est pas encore totalement balisée pour dire. Entre des préalables posés par la coalition des 14 partis de l'opposition et le principe d'un dialogue sans préalable, les acteurs politiques togolais peinent à trouver la formule
qui fait consensus. La détermination du médiateur ghanéen à faire aboutir le processus pourrait ici faire toute la différence. Et Eric, vous convenez avec moi que, vu l'élan, aujourd'hui, la levée de siège sur Sokodé et autres facettes, le pouvoir accède déjà à un certain préalable. Mais Faure Gnassingbé pourra-t-il faire montre de son ouverture ou du sens de concession juste totale satisfaction pour une totale satisfaction des préalables posés par l'opposition? Là, on se pose la question. En attendant d'y voir plus clair, l'opposition maintient la pression de la rue sur le pouvoir, mais les Togolais restent toujours sceptiques, même s'il y a une petite lueur d'espoir chez d'autres. En tout cas, on lira l'article dans votre journal Le Nouvelliste dans les kiosques ce matin à la page 3. Vous parlez aussi de Gilles-Christ Olympio qui s'éclipse définitivement de la scène politique et demande, et c'est ça l'information principale, à Faure Gnassingbé de quitter le pouvoir en 2020. Oui, effectivement. Hier, il fallait voir Gilles-Christ Olympio à la conférence de presse. Gilles-Christ Olympio qui dit tout beau que je suis fâché. Pour dire, après 7 ans, après 7 ans de mariage entre l'UFC uni, UFC et le pouvoir uni RPT, Gilles-Christ Olympio reconnaît qu'il est fâché. Pour lui, les accords signés en mai, le 26 mai 2010 entre RPT et UFC n'ont jamais été respectés. Ce que je disais d'ailleurs, que les accords, les dialogues et autres qui ont été effectués au Togo, les accords n'ont été jamais respectés. Et Gilles-Christ en est une illustration patente qui dit en Togo qu'il est fâché, que vu la situation aujourd'hui, il reconnaît que les accords signés en 2006 n'ont pas été respectés. Le RPT n'a pas respecté ses engagements et il a parlé même jusqu'à parler du pillage des ressources et a invité Faure Gnassingbé à démissionner à ne pas aller aux élections de 2020, c'est-à-dire et à laisser le pouvoir en 2020. Pour dire aujourd'hui que Gilles-Christ Olympio reconnaît que le bilan du pouvoir fort de 2005 jusqu'à nos jours est un bilan désastreux. Et tenez-vous bien, il se retire de la vie politique, mais au moins il a eu le courage de dire cette vérité avant de se retirer. Mais Gilles-Christ oublie aussi une chose, que depuis 2005, l'UFC est comptable des résultats du pouvoir de Faure. Parce que l'UFC a toujours présenté des ministres au sein du gouvernement, l'UFC a présenté des directeurs de cabinet, l'UFC est représenté par certains préfets selon nos informations. C'est pour dire que même si Gilles-Christ reconnaît que le pouvoir RPT uni, le pouvoir de Faure, n'a pas avantagé les populations de 2005 jusqu'à nos jours, mais cette UFC est comptable de cet échec-là. Mais ayons le courage de le dire, le gars, pour ne pas dire le monsieur, pour ne pas dire le vieux président de l'UFC, a eu le courage quand même de dénoncer ça. D'accord, très bien. Écoutez, on va lire l'article dans votre journal. Le dernier sujet, c'est le sport et la publication des comptes de la CAN 2017. 600 millions, 488 000 volatilisés dans la nature. Vive l'impunité financière au Togo, Nicolas. Oui, ça devient récurrent. Autant d'AMEI, il faut reconnaître au niveau de la Fédération togolaise de football, après la CAN, il y a eu encore des comptes où on n'a rien compris, toujours de déficit. Chaque fois qu'on va à la CAN maintenant au Togo, on s'attend à des centaines de millions de pertes, centaines de millions de déficits. Et hier, ça a été encore une parfaite et déplorable illustration. Les comptes de la CAN de 2017 qu'on nous a présenté hier, n'ont rien sont identiques presque à celui de AMEI. Ces comptes sont presque identiques, toujours déficitaires avec des centaines de millions, où on ne sait même pas où est parti cet argent, parce qu'il n'y a rien de prouvant, il n'y a pas de reçu, où on nous fait savoir que si un comptable paye 2 fois et qu'il n'a pas de reçu, c'est sa faute. Et on pénalise qui? Tenez-vous bien, la CAN au Togo, nous sommes arrivés à un déficit de 600 millions 488 000 francs CFA. Et c'est déjà trop pour ce pays. Chaque fois, d'abord, la balance économique au Togo est déficitaire. Donc même pour la CAN maintenant, pour l'organisation d'une CAN aussi, donc quand les déplacés vont à une CAN de football maintenant, il faut toujours s'attendre à des trous, des trous béants. Et on ne punit personne. On vient gaillardement présenter ça comme si c'était un trophée. Donc vous comprenez déjà comment ce pays vit, comment les choses sont.
on nous dit que lui, le président qui nous dit que, le président de la fédération, qui a pourri, qui dit que il a la conscience tranquille, parce que il met la responsabilité sur les responsables du gouvernement qui, pour lui, c'est eux qui prennent les comptables et que la fédération n'est pas associée à la gestion de ces fonds. Oui, mais c'est la fédération, comme lui-même le dit, qui fait son budget. Et quand on fait son budget, on suit ça pour ne pas pour ne pas dire que on doit mettre les yeux là-dedans. Voilà en quelque sorte comment notre pays se déroule. Hein. Tout ce qu'on entreprend, c'est des déficits. Tout ce qu'on entreprend, c'est des goulots d'étranglement économique et c'est déplorable. Si au niveau de l'économie, il y a ce tour-là qui se passe chaque fois, on est étonné, on est révolté que au niveau du football aussi, on a encore ce tour béant et on ne dit rien. La justice ne dit rien, c'est passé et puis les 600 millions et quelques sont passés comme ça, c'est dans un tour. D'accord, on comprend. Eric, je pense que on doit repenser les choses pour une bonne République au Togo. D'accord, très bien. Ben, écoutez, on lira l'article dans votre journal Le Nouvelliste dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup à Nicolas Digby. Merci et bonne journée aux auditeurs de Taxi FM. Bonne journée à vous également. Merci. Il y a le journal L'Audience qui est dans les kiosques. Il y a le confrère qui évoque la politique avec le combat pour l'alternance au Togo, les FDR prêtes au sacrifice extrême pour la conquête de la victoire finale. Vous lirez l'article dans le journal L'éthique au service du développement. La Caisse nationale de sécurité sociale du Togo, désormais disponible chez vous grâce à son portail Internet. L'article est à lire dans le journal Le Puits Sécurité avec la justice 10 présumés malfrats dans les mailles de la police. L'article est dans le journal ce matin. Et la dernière journal avec nous, notre 6e rédaction, c'est celle du journal L'équipe sportive, le bimensuel, avec Aimé Lebon au téléphone. Aimé, bonjour. Oui, bonjour Eric. Alors, ce matin, vous aussi, vous revenez sur l'audit de la CAN 2017 avec les graves insuffisances avérées. Hein. Le cabinet IIC refuse la certification des comptes. Ah ben, naturellement, écoutez, c'est vrai, donc à travers une conférence de presse hier, les comptes ont été publiés finalement après, disons, quelques mois de retard, puisque on se rappelle, il y a encore, en 2016, l'année dernière, lorsque le ministre Lorenzo a décidé finalement de présenter les comptes de 2013, il avait bien dit que, disons, concernant les comptes de 2017, que cela n'excéderait pas le mois de juin ou juillet. Et donc, on en est aujourd'hui au mois de novembre pratiquement, qui est à sa fin. Alors donc, finalement, ça a été présenté. Et comment? C'est pratiquement, disons, le même déficit qu'on avait eu donc pour la CAN 2013 et qu'on avait dénoncé et qu'on nous avait dit, bon voilà, on ferait tout pour que ça ne se répète plus. Alors, on n'a pas compris comment ça a été fait. Le cabinet a refusé donc de certifier les comptes qui ont été faits simplement parce que, eh bien, les comptes ne sont pas bons. Et vous avez donc entendu la dame qui, madame Nathalie Bito, qui a, oui, ben voilà, et qui a exploré, disons, toutes les pistes et qui a déclaré qu'elle est désolée justement de ne pas pouvoir certifier tout cela par rapport au fait que, bien, il y a eu tellement de malversations, ces malversations. Vous vous rappelez, nous avions déjà parlé de ces genres de malversations, nous avons fait certaines révélations sur cette même radio, vous vous rappelez Eric, mais on nous avait taxé donc de tous les noms d'oiseaux. Bon voilà, donc ce que nous craignions, et voilà ce qui est arrivé aujourd'hui, où les comptes ont été présentés avec un déficit énorme, et plus de 600 millions donc, de francs CFA qu'ils n'ont pas trouvé, ou on n'a pas pu trouver donc de preuves. Mais alors comment ça se fait? C'est dans quel pays on est là? Et les aspects sur lesquels ça a été fait, eh bien, la dame a essayé de détailler tout cela. Alors, des responsabilités au niveau donc du ministère des Sports, au niveau du ministère des Finances, au niveau de la Fédération togolaise de football. Alors donc, voilà, qu'est-ce qu'on va en faire aujourd'hui? C'est la grande question. Alors, nous avons essayé donc de parcourir tout cela et de faire une petite analyse d'abord. Après, on reviendra là-dessus, mais on a donné tous les détails concernant justement les problèmes auxquels on est confronté et ce qui a amené le cabinet IIC donc à refuser la certification de ces comptes-là. D'accord.
Très bien. En tout cas, on lira le reste dans votre journal. Vous parlez également des championnats nationaux de football au Togo 2017-2018. Pour quel résultat? C'est votre interrogation ce matin, Aimé? Oui, une interrogation qui valait toute la peine, hein, vous savez, qui valait, c'était normal justement. C'est pour quel résultat? Puisqu'à chaque fois qu'on organise le championnat, finalement, on ne sait plus quelle est la finalité, quel est l'objectif qu'on poursuit. Et encore, on a pris donc aujourd'hui 16 clubs en D1, 20 en D2. Bon, maintenant, la finalité, ça va être quoi précisément? Est-ce que on ira encore, parce qu'il faut organiser un championnat, on va en organiser, et puis après, j'avais déjà dit sur cette même antenne que mais on risque donc de se retrouver avec 20 clubs en première division dans les années à venir. Alors donc, voilà autant de questions, oui, mais justement, autant d'interrogations que nous posons, nous disons qu'il faut arrêter finalement cela, l'hémorragie. Il faut pouvoir l'arrêter quelque part et penser sérieusement à ce que vont devenir nos joueurs, à ce que devraient être, si vous voulez, nos acteurs, les dirigeants de clubs, etc. Il faut qu'à un moment donné, on puisse, pour une fois, respecter les textes que nous sommes donnés. Je crois que les textes sont toujours têtus. Ils ne demandent qu'à être respectés, c'est tout. Mais ce n'est pas de la magie. Et donc, nous avons essayé d'explorer encore une fois cette piste-là pour démontrer, disons, les quelques couacs qui existent et les interrogations qui existent. On sait dans quelles conditions on a démarré encore ce championnat, cette saison avec toute la cacophonie donc qui a entouré cela, et même si on ne veut pas en parler. Bon voilà, donc on est allé dans les détails pour ressortir certaines incongruités donc de cette organisation. Très bien, on lira tous ces sujets dans le journal L'équipe sportive dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup, Aimé Lebon. Mais c'est moi qui vous remercie, Eric. Et bonne journée à vous. Excellente journée à bord du taxi. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et la dernière rédaction, enfin, je veux dire, le dernier journal avec nous ce matin, c'est Focus Info qui est dans les kiosques. Le confrère évoque la politique. Parti national panafricain au nom d'Allah, avec la photo de Tikmi Achadam. Vous lirez l'article dans le journal. Santé alerte le formol dans nos plats. Vous lirez l'article pour avoir plus d'éléments là-dessus. Alimentation toujours. L'aviculture en pleine relance au Togo. Et puis un reportage sur les médias. Le journaliste Abbas Mikaela Saibou décrypte la crise de la presse imprimée. Vous lirez l'article dans le journal Focus Info dans les kiosques ce matin. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de journaux dans les kiosques ce matin. On a pris beaucoup de temps finalement ce matin. Outre Focus Info, vous avez le journal L'équipe sportive, l'audience et également qui est dans les kiosques, Actu Express, le Libéral, le Nouvelliste, le quotidien Liberté, le journal Le Dialogue, Libération aussi dans les kiosques, le Patriote, la Dépêche, Dunia Le Monde. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur le site gapola.net. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur notre site www.radiotaxifm.com ou www.taxifm.tg. Une heure de vérité. L'actualité politique passée à la loupe tous les mercredis de 15h05 à 16h sur Taxi FM. Un débat sans passion et sans tabou sur les faits marquants de l'actualité politique au Togo. Une heure de vérité. Hugues Vignon-Atikpo et ses invités dans le débat politique du mercredi sur Taxi FM. Taxi Media Show. 10 minutes pour trancher. Dans 10 minutes pour trancher, ce matin, comme annoncé, notre invité s'appelle Philippe Amedodji. Dans une dizaine de minutes, je précise, en même temps, nous serons au téléphone avec notre cher professeur Cyr pour la correction des emplois fautifs à l'antenne. On me signale qu'il est là déjà. Philippe Amedodji, bonjour. Bonjour, Eric. Je rappelle juste que vous êtes membre de la coordination du mouvement civique Togo en danger, basé en Belgique, et vous suivez, je veux dire,
de près l'actualité politique au Togo avec les discussions politiques qui s'annoncent d'ailleurs. Comment analysez-vous la crise que traverse le Togo depuis déjà 3 mois et demi? Écoutez, en bon Togolais, je crois que nous sommes interpellés par cette crise, surtout sa sévérité. Et nous tenons ici vraiment à saluer la détermination du peuple togolais. Vous savez, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de ce petit pays d'Afrique occidentale, le Togo est un cas atypique et je crois qu'il était grand temps que le peuple se soulève, ou bien se lève, se tienne debout pour réclamer ses droits. En l'occurrence, le droit à ce que le pouvoir soit rendu et que le pouvoir soit dirigé par des gens désignés par le peuple en toute honnêteté, en toute équité. Donc je crois que c'est la principale revendication et nous pensons qu'il est juste que la Constitution plébiscitée par plus de 97% des populations togolaises en 1992 soit purement et simplement revenue au goût du jour pour que tous les Togolais, pour qu'on puisse repartir de bon pied. Donc je crois que en gros, c'est le sentiment de la diaspora togolaise. Nous soutenons alors effectivement la mobilisation du peuple togolais dans cette revendication-là et nous espérons que les acteurs politiques, surtout les meneurs, les dirigeants du Parti uni, entendront raison pour que le Togo ne sombre pas dans le chaos et la désolation. D'accord, très bien. C'est vrai qu'il y a un fait quand même qui hallucine ici depuis un bon bout de temps, 3 mois et demi aussi, la mobilisation de la diaspora togolaise. C'est une première qu'elle se mobilise et soutienne finalement la lutte en interne ici. Écoutez, la démarche de la diaspora n'est pas nouvelle. Vous savez, nous, il y a un peu plus de 2 ans, nous avons posé, même sur le territoire togolais, la problématique du droit de vote de la diaspora. C'est-à-dire que nous estimons que la diaspora représente quand même, les statistiques sont là pour le prouver. Nous sommes estimés à peu près 2 millions de Togolais vivant à l'extérieur des frontières togolaises. Je crois que nous avons également le droit de se prononcer sur les choix, sur les orientations politiques et économiques de ce pays-là. On n'est pas sans savoir que la diaspora regorge aujourd'hui un certain nombre de certitudes, un certain nombre de connaissances. Je crois que ce serait dommage que ces connaissances-là, ces expertises, ne soient pas mises à contribution pour favoriser le développement politique et économique de notre pays. Nous sommes dans cette dynamique. Nous offrons nos services, nous aimerons, nous souhaiterons offrir nos services, mais cela ne peut se faire que dans le cadre d'une réforme politique, d'une modernisation de la façon dont le pays est dirigé. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle la diaspora est plus que jamais debout pour faire en sorte que les revendications du peuple aboutissent. Et faire en sorte que tous les Togolais, main dans la main, du nord au sud, de l'est à l'ouest, vivent en toute quiétude, en toute transparence, en toute confiance, et que nous puissions travailler au relèvement des défis, à relever les défis économiques et sociaux, des défis sociaux qui sont ceux du Togo. Alors, donc nous sommes dans cette dynamique-là. Nous aimerons apporter nos contributions, mais nous estimons que l'assainissement du cadre politique du Togo est un préalable à nos contributions et ça pourrait se faire, ça ne peut se faire que dans ce cadre-là. Vous savez, beaucoup de Togolais sont partis vivre à l'étranger ou s'installer à l'étranger parce qu'ils n'étaient pas contents de la façon dont les choses se passent sur le territoire national. Ça fait longtemps que la signal d'alarme est tirée, mais malheureusement, vous en parlez tout à l'heure, malgré les multiples dialogues, malgré les multiples consensus, le pays reste toujours sur le point de départ, au point mort. Donc nous estimons qu'il est grand temps que les acteurs politiques prennent
leurs responsabilités pour qu'enfin un certain nombre de choses se développent. Nous sommes dans cette logique-là. Nous restons très très vigilants. Nous observons les faits et gestes des protagonistes de la crise. J'aimerais parler aussi bien de la coalition des 14 partis politiques que du régime en place. Et nous espérons vraiment que chaque acteur, chaque catégorie d'acteurs prendra vraiment sa part de responsabilité pour faire en sorte que ce Togo retrouve la paix et la quiétude auxquelles les populations sont très très fortement attachées. Alors, Philippe, est-ce qu'il y a au niveau de la diaspora aujourd'hui cette forme d'inquiétude face au silence des leaders de l'opposition qui récemment étaient en France pour rencontrer Alpha Condé, le président guinéen, le président exercice de l'Union africaine? Certains parmi vous estiment qu'il n'y a pas de la transparence finalement autour du sujet. Mais écoutez, je crois que ceux qui prétendent pouvoir diriger le Togo doivent savoir aujourd'hui qu'ils ont une obligation de transparence. C'est vrai, beaucoup de Togolais ont exprimé leur inquiétude, voire même leur indignation du fait que 3 des leaders de cette coalition se sont rendus à Paris. Moi, le lieu ne me pose pas de problème. Sur invitation d'Alpha Condé, on a eu des discussions, des rencontres, mais jusqu'à présent, je crois bientôt 5-6 jours après ces échanges, n'ont pas rendu un compte à la population qui, je crois, les a mandatés, qui les soutient, une population qui soutient leur démarche. Je crois qu'il y a il y a une démarche qui doit être très très rapidement corrigée. La population attend de ces leaders politiques qui leur rendent régulièrement compte afin que le peuple sache comment les choses évoluent. Vous savez, traditionnellement en Afrique, lorsque 2 personnes sont en conflit et qu'une tierce personne les appelle au dialogue, africain ne peut pas refuser. Donc, aller aux discussions, aller rencontrer ceux qui, de bonne volonté, aimeraient apporter leur concours, leur contribution à la résolution de la crise politique au Togo, c'est une bonne chose. Mais il serait encore mieux et rassurant pour le peuple togolais que ceux qui sont contactés pour poser les bases d'un dialogue qui pourra permettre au Togo de sortir de la crise, rendent régulièrement compte, fidèlement compte au peuple togolais. Vous savez, on avait vu à Saddam, à la veille de son départ d'Afrique, annoncer, il y a même eu un communiqué de presse annonçant son départ pour Paris. Je crois que c'est une bonne chose. De retour, pourquoi est-ce que on doit attendre aussi longtemps avant d'avoir un retour? Donc, ceux qui ont la prétention aujourd'hui, et c'est alors l'heure, ceux qui ont la prétention de présider au destin du Togo, d'un Togo nouveau, je crois, doivent comprendre qu'aujourd'hui, le peuple togolais est suffisamment mûr pour être informé régulièrement et suffisamment des contacts, des discussions qui se tiennent pour permettre à ce peuple togolais de vivre finalement dans la paix, de retrouver leur dignité en récupérant le pouvoir qui est aujourd'hui malheureusement mal géré par le régime UNIR. Très bien. Philippe Amedodji, juste encore une question. Comment est-ce que vous entrevoyez, vous, les prochaines discussions politiques au Togo? Écoutez, la discussion, certains d'entre nous disons que le seul résultat qui pourrait sortir des discussions doit être le rétablissement de la Constitution de 92, c'est-à-dire la victoire du peuple. Oui. Les revendications du peuple doivent être rencontrées. Il y a principalement le rétablissement intégral de la Constitution 92, malgré, je le dis et je l'entends bien, malgré les imperfections. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Deuxièmement,
il y a le droit de vote à la diaspora. On en a parlé, et dans le cadre de cet échange que j'avais vu aujourd'hui, je crois que moi, je suis de la diaspora, j'ai souvent des contacts, j'ai régulièrement des contacts avec les pays. Je sais jusqu'à quel point la diaspora, beaucoup de ressortissants de la diaspora sont prêts à apporter leur contribution au développement politique, social et économique du Togo. Un juste retour d'ascenseur serait de permettre à cette également d'avoir sa voix, d'avoir son droit de voter. Deuxième ou troisième chose, nous estimons que pour que les prochaines consultations électorales se passent dans la quiétude et sans contestation, les réformes doivent être menées au niveau du code et du cadre électoral. Vous savez, les rapports de l'ONU, les rapports d'Amnesty International, les rapports des organisations de la société civile au Togo l'ont souvent précisé, les violences majeures que le Togo a connues depuis son indépendance sont liées à des contestations, à des répressions pendant et au lendemain des élections politiques au Togo. Donc, de grâce, faisons en sorte que, pour une fois, les prochaines consultations électorales se passent dans la paix et que seuls les résultats des urnes soient proclamés afin de permettre à tous les Togolais qui ont participé à ce choix-là de se retrouver dans les choix qu'ils ont exprimés dans les urnes. Donc je crois que si nous avons ces trois conditions réunies, ces trois résultats réunis, les dialogues pour moi seront un succès. Maintenant, j'en termine par là, beaucoup de Togolais sont aujourd'hui inquiets du fait que nous sommes encore dans une dynamique de dialogue, alors que les autres dialogues ont toujours, l'opposition a toujours accepté le dialogue, mais malheureusement n'a jamais demandé certainement des garanties d'exécution. Je crois que pour cette fois-ci, les partis prenant à ce dialogue, surtout du côté des forces de changement, doivent demander et exiger des garanties d'exécution, des garanties de respect des accords qui seront pris par le régime unien. Une fois que ces garanties seront données, le peuple, je crois, pourra retrouver sa quiétude et espérer sortir de la crise par le haut. Je crois que ce n'est pas une victoire, ce ne sera pas une victoire des forces du bien contre les forces du mal, mais ce sera une grande victoire pour tout le peuple togolais qui finalement va se retrouver. Nous aurons évité encore plus de chaos, nous permettrons à l'économie finalement de redémarrer et tout le monde reprendra l'espoir comme le souhaite le peuple togolais. Très bien, écoutez, on suivra tous là de près. Philippe Amedoli, je rappelle juste que vous êtes un membre de la coordination du mouvement civique Togo en danger basé en Belgique. Merci d'avoir été en direct avec nous, Philippe. C'est moi qui vous remercie et je remercie également énormément vos fidèles auditeurs et j'aimerais dire au peuple togolais que la diaspora massivement appuie la mobilisation populaire pour une alternance politique pacifique au Togo. Merci, excellente journée. Bonne journée à vous également. Au revoir. Et le professeur qui a attendu juste un moment. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Merci de nous avoir rejoints, professeur. On n'a pas beaucoup de temps, on va aller très très vite. Nous vous écoutons. Dans l'entretien qu'il a accordé à un journal, le panafricaniste Gérard Ouenolo, je crois, elle nous dit ceci. C'est pour ne pas que tous ces efforts ne soient réduits à néant que je voudrais lancer un vibrant appel au président Faure. C'est pour ne pas que tous ces efforts ne soient réduits à néant que je voudrais lancer un vibrant appel au président Faure. Il s'agit là purement et simplement d'une monstruosité grammaticale. Pour ne pas que, c'est absolument monstrueux. Bon. Il en va de même pour pas que. La subordonnée complétive de but peut être introduite par la location conjonctive pour que, lorsque cette
subordonné est à la forme négative, la négation doit absolument se trouver à l'intérieur de la subordonnée, c'est-à-dire après pour que. Placer donc la négation ne pas ou pas entre pour et que est une faute de français très 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 grave. Voici donc la formulation correcte de la phrase fautive. C'est pour que tous ces efforts ne soient pas réduits à néant que je voudrais lancer un vibrant appel au président Faure. Voilà ce qu'il fallait écrire. Toujours du même locuteur. Le président Faure a posé un certain nombre de pas allant dans le bon sens. Le président Faure a posé un certain nombre de pas allant dans le bon sens. Il faut absolument se méfier de l'utilisation à tort et à travers du participe présent. J'y reviendrai plus tard. Allant et qui est employé dans cette phrase est maladroit, inapproprié. On dira en bon français tout simplement ceci. Le président a fait des pas qui vont dans le bon sens, ou alors le président a posé un certain nombre d'actes qui vont dans le bon sens, et non un certain nombre de pas allant. Ensuite, dans le discours d'ouverture de la 14e édition de la Foire internationale de Lomé, il y a ceci, entre autres incorrections. Votre présence en ces lieux constitue, une fois encore, la preuve de la volonté et de la détermination du président de la République, son Excellence, Monsieur Faure Essossina Gnassingbé, président de la République. Bon, le verbe constituer ici est parfaitement inapproprié. On préférera à ce verbe le verbe être. Ensuite, combien de fois doit-on mentionner président de la République dans une phrase aussi courte pour qu'il s'en fût convaincu qu'on lui est fidèle et redevable? Et ce mot excellence qui sans cesse revient au galop. Arrêtez avec excellence à toutes les sauces. Je rappelle que le président Macron, hier, dans son discours au Burkina, même s'il avait lui aussi succombé à cette désastreuse mode des emplois fautifs sur le verbe initier et opportunité, etc., n'était pas tombé dans ce travers africain de dire excellence à tout bout de champ. Il y a des règles qui régissent l'utilisation de ces termes-là. Il faut donc les respecter. Voici la formulation correcte de la phrase. Votre présence en ces lieux est, une fois encore, la marque de la volonté et de la détermination du président de la République, M. Faure Essossina Gnassingbé. Point final. Cette expression, l'expression avoir l'air, qui veut dire sembler, paraître, cette expression comporte un certain nombre de pièges quant à l'accord des adjectifs qui le suivent. La règle est la suivante. S'il s'agit de choses, l'adjectif qui suit l'expression avoir l'air s'accorde avec le sujet. Par exemple, cette viande est à l'air avariée. Avarié, évidemment, s'accorde avec le sujet viande. Un autre exemple, cette pomme est mûre. Mûre s'accorde avec le sujet pomme. Mais quand il s'agit d'une personne, l'adjectif s'accorde avec le nom air. Par exemple, Abidé a l'air fâché. Fâché s'accorde avec le nom air. Un autre exemple, elle a l'air malheureux. En revanche, si on veut donner le sens de être, du verbe être, n'est-ce pas, à l'expression avoir l'air, dans ce cas-là, l'adjectif s'accorde avec le sujet. Par exemple, elle a l'air malheureuse. J'en viens immédiatement à la revue de presse. Dans le dialogue, Faure Gnassingbé lance une ferme agricole à la Matessi et échange avec les populations de Sokodé. Vous aurez compris, échange quoi? Je n'en sais rien, je ne reviens plus là-dessus. Ça n'est pas parce que Macron fait la même faute, lui aussi, que nous sommes tous obligés de la faire. Toujours dans le même journal. Ouverture prochaine du dialogue intertogolais. Le gouvernement marque un pas de plus. Je ne suis pas sûr
permettez-moi de le dire, que le directeur de publication de ce journal ait vraiment compris le sens, le vrai sens de cette expression. Cette expression militaire, marquer le pas, veut dire, signifie faire semblant d'avancer, ralentir la marche, simuler la marche sans avancer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc dire que le gouvernement marque un pas de plus, c'est en réalité dire que le gouvernement, encore une fois, ralentit sa marche vers le dialogue. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire autre chose. C'est émettre l'idée que le gouvernement, une fois de plus, fait tout pour ne pas aller au dialogue. Avant donc d'utiliser les expressions, il faut s'assurer d'en avoir réellement compris le sens. Dans la dépêche, la CCIT s'inquiète de l'impact négatif de la crise sociopolitique sur l'économie. On dira en bon français, la CCIT s'inquiète des conséquences négatives de la crise sociopolitique sur l'économie. Et puis, toujours dans le même journal, il y a ceci. Les à côté de la visite de Faure à Sokode. Les à côté. Poté prend un S. Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Merci beaucoup, mon cher grand professeur Cyr. Merci pour votre disponibilité à être avec nous chaque matin. Bonne journée à tout le monde et que Dieu soit avec vous. Amen. Bonne journée à vous également, professeur. Amen. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Merci. Partie remise. Demain, nous vous consacrerons un temps important pour que vous puissiez vous exprimer sur les sujets de l'actualité sur nos antennes. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Taxi Media Show 93.1. Taxi FM, premier sur l'actualité.